Bonjour l'Auguste Assemblée, Madame la maire Hélène Geoffroy, Monsieur le maire premier adjoint de la ville de Vaux-en-Velin, chers compatriotes de la communauté tchadienne en Rhône-Alpes et au Vin, très cher doyen Birima Miero, très cher amis et frères Évariste Djumasdé, je voudrais prendre la parole au nom du comité d'organisation, au nom de la plateforme qui a été mise sur pied pour l'organisation de cette grande journée de dédicace et de présentation de cet illustre livre que nos chers Miero et Évariste ont l'honneur de nous produire. C'est un travail scientifique, un travail de recherche d'appoint, qui est certes un travail de première main, mais qui va être approfondi grâce au soutien, au concours de chacun de nous et chacune de nous. Merci de votre présence ici. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame le maire pour vous souhaiter la bienvenue dans cette auguste salle. Et ensuite, la parole sera donnée au doyen Bédamadj pour les mots de remerciement avant de commencer la conférence et la présentation du livre. Je vous remercie, Madame le maire, vous avez la parole. Merci, merci bien, merci à vous. Merci, merci. Permettez-moi d'abord de vous dire combien nous sommes ravis de vous accueillir et d'accueillir cette conférence parce qu'elle s'inscrit dans un contexte où nous travaillons beaucoup sur les questions de mémoire ici à Vaux-en-Velin. Donc je suis ravie, docteur Béramage, de vous accueillir et puis d'accueillir aussi Évariste, que je permets de l'appeler aussi Évariste parce qu'on se connaît, qui est le local de l'étape, hein, puisqu'il est ici à Vaux. Et je suis ravie qu'il ait pu proposer que nous ayons cette conférence ici à Vaux-en-Velin. Nous avons engagé un travail que nous avons appelé « Faire mémoire commune » à Vaux-en-Velin, avec la volonté que lorsque l'on parle de l'histoire de la France, on en parle sous toutes ses formes. On parle des zones de lumière de l'histoire de France, mais aussi de ces zones d'ombre, et nous le faisons au travers de toutes les commémorations. Nous en avons plusieurs dans notre pays, et toutes ces commémorations, nous les regardons peut-être de la façon la plus large, en disant les apports qu'ont été aussi ceux des colonies de l'époque, lorsque la France avait encore des colonies, et donc jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Nous disons aussi que si Vaux-en-Velin est une ville telle qu'elle est aujourd'hui, faite de tant d'histoires différentes, c'est parce qu'elles sont liées, ces histoires différentes, à l'histoire de France, et que si l'on veut préparer notre avenir, alors il faut bien connaître les racines des uns et des autres, les apports des uns et des autres, et puis pouvoir en parler, parce que ce sont des histoires encore trop souvent, notre histoire, l'histoire de notre pays est trop souvent méconnue. Et là, nous avons donc fait tout un cycle autour de la Seconde Guerre mondiale, puisque nous avons eu la journée pour se souvenir de la question de la déportation. Nous avons eu le 8 mai, qui est la journée de la signature de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armistice, avec une particularité, c'est que nous avons le 8 mai 45, dans lequel nous intégrons aussi le moment où les associations de Vaud vont sur le Tata sénégalais pour saluer la mémoire des tirailleurs sénégalais. Nous l'inscrivons dans l'histoire globale de notre 8 mai 45. Mais nous parlons aussi de l'autre 8 mai, ce qui se passe à Sétif en Algérie ce même jour-là. Même si, et tout cela avec la volonté de, évidemment, approfondir la cohésion de notre pays. Nous avons eu le 27 mai, journée de la résistance, et puis 18 juin, nous avons commémoré il y a quelques jours, dimanche dernier, l'appel du général de Gaulle à la résistance. Et c'est dans ce cadre-là aussi que cette conférence s'inscrit, parce qu'il s'agit de dire, pour le coup, l'apport de la France libre et de celles et ceux qui ont dit non au moment où le gouvernement de Vichy et Pétain entraient en collaboration. Et parmi celles et ceux qui ont dit non, il y a l'histoire que vous allez nous raconter, celle des combattants tchadiens,
Et je changeais tout à l'heure avec mon premier adjoint. Je rappelle qu'il est historien, donc sensible à cette part d'histoire. Et donc, en rééchangeant, il me revenait en mémoire qu'il y avait Félix Eboué qui était partie prenante de cette histoire. Alors moi qui viens des Outre-mer, c'est quelqu'un qui fait partie de notre mémoire aux Antilles, en tout cas au Saint-Guyanais, mais aux Antilles, où nous avons des rues Félix Eboué. Donc finalement, je me dis avec cette conférence, et j'aurai plaisir à l'entendre, même si à un moment je vous quitterai pour célébrer un mariage juste en face, il y a, en écoutant l'histoire, eh bien, elle va faire écho à l'histoire de chacune et chacun ici, mais plus largement, elle rentre en résonance profonde avec l'histoire de notre pays, et je finirai là-dessus, avec le moment particulier où nous sommes en France, où il y a une vraie crise dans notre société de questions d'identité. Nous sommes en train de nous demander en France si nous sommes capables de vivre ensemble avec toutes nos histoires. Et moi, je crois que ce travail de mémoire et d'historien que vous avez conduit, docteur, enfin les deux docteurs qui m'entourent, est essentiel parce qu'il nous réconcilie avec toutes nos histoires et toute notre part d'histoire. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il nous permet de nous projeter. Donc, merci encore pour votre travail. Et je suis ravie que vous ayez souhaité le présenter ici à Vaux-en-Velin. Et vous voyez qu'il s'inscrit dans un ensemble vaste. Et ce n'est, je ne pense, que le début de travaux de collaboration ici avec la ville. Merci encore à vous et bonne conférence. Conseil municipal, du moins le premier conseiller municipal de Vaux. Je fais bien attention pour bien prononcer Vaux-en-Velin. Très bien. Je vous dis merci pour votre hospitalité au nom des Tchadiens qui vivent dans votre magnifique ville, de ceux qui la visitent pour la commémoration du 83e anniversaire de l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 à poursuivre la guerre aux côtés des armées du Royaume-Uni, et aussi de ceux qui s'y trouvent pour le lancement aujourd'hui, le 24 juin 2023, de notre livre. Le gouverneur Félix Eboué et le commandant militaire du régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad, Pierre Marchand, furent les premiers de l'Empire français à rallier la colonie du Tchad et ses populations à la France libre, entraînant dans leur sillage le ralliement massif des 4 autres pays de l'Afrique centrale, les 2, 27, 28, 29, mi-novembre 1940. Il s'agit des pays, le Tchad, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, l'Ubangi-Chari et le Gabon. C'est ce qui fait écrire par l'historien canadien, un compatriote du Canada, Eric Jennings, qui écrit le livre intitulé « La France libre fut africaine ». Ce livre est là. C'est-à-dire le mouvement de refus de l'occupation nazie du territoire français et le mouvement de résistance aussi, initié par le général de Gaulle, a pris corps à partir du Tchad et des territoires de l'Afrique centrale. D'où le célèbre chant à la gloire de la 2e DB du général Leclerc: après le Tchad, l'Angleterre et la France, le grand chemin qui mène vers Paris. Docteur Hélène Geoffrey, maire de Vaux-en-Velin, vous qui entrez désormais dans le cercle restreint de nos bienfaiteurs d'outre-mer, après le gouverneur Félix Eboué, Lisette Gabriel et des professeurs haïtiens, nous vous offrons le livre de la 2e Guerre mondiale et des combattants tchadiens de la France libre,
livre qui décrit des efforts de guerre des populations du Tchad, notamment des campagnes militaires de plus de 10 000 combattants tchadiens de la France libre, parmi lesquels 6 compagnons de la libération. Merci, merci beaucoup. Merci pour vos mots. Merci. Ça fait très chaud. Ah oui, bienfaiteur, ça fait très chaud au cœur. Merci. Ben, je vous laisse. C'est pas du tout évident de prendre la parole après des grandes personnalités, mais je vais essayer quand même, parce que c'est, voilà, le devoir m'appelle, donc j'ai pas trop de choix. Merci beaucoup une fois de plus à chacune et chacun d'entre nous pour le déplacement. Nous tenons donc à remercier Madame le maire des Voix-en-Velin, Hélène Geoffroy, Monsieur Stéphane Gomez, premier adjoint, Madame Élise Crépel, donc responsable des questions des mémoires, Monsieur Yann Benyahoun, qui a été aussi d'un apport considérable. Nous remercions aussi Monsieur Portage, qui est le responsable de la salle. L'équipe technique, la reprographie, je ne peux pas citer tout le monde, mais nous tenons donc à relayer ces remerciements, parce que sans cette mobilisation, cette rencontre, ce temps de partage ne peut pas avoir lieu. Je tiens aussi à remercier tous les amis, tous les compatriotes qui se sont mobilisés, d'aucuns sont venus de très loin pour pouvoir honorer ces moments-là. Donc merci à chacune et à chacun d'entre nous. Je tiens particulièrement aussi à remercier la famille Baumel. Donc il y a Alain et Tchadi qui sont dans la salle, sont venus depuis Paris. Et depuis le 3 juin, quand nous avons lancé notre présentation à Flory Mérogis, ils étaient là, ils continuent à être là, ils sont venus de Paris, donc merci à eux. On aura l'occasion de revenir encore sur certains détails. Donc, effectivement, c'est important, ce moment est important. Et moi, je voudrais aussi rappeler l'importance de ces lieux qui nous accueillent. La salle, donc, Charlie Chaplin, qui est une salle qui a aussi, le centre plutôt, qui a un rapport direct avec le thème que nous traitons aujourd'hui. Charlie Chaplin, c'est un acteur britannique. Donc le lien avec l'appel est très vite fait. L'appel est parti donc de Londres. Charlie Chaplin, c'est un auteur qui met en scène les acteurs muets. Nous voudrions, à travers notre livre, donner la parole à ceux qui n'ont pas eu la parole, ceux qui n'ont pas eu la chance, ceux qui n'ont pas eu la capacité d'écrire leur part de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Le troisième lien que nous voudrions souligner avec le Centre culturel Charlie Chaplin, c'est que Charlie Chaplin est un homme engagé. Il était engagé aussi contre le nazisme en mettant en scène, justement dans son film, le dictateur nazi Hitler. Donc voilà quelques liens que nous voudrions rappeler. Mais je voudrais aussi, Madame le maire là, est venu à évoquer la question, mais je voudrais revenir aussi dessus. Cette présentation s'inscrit dans le cadre aussi de ce que nous appelons ici à Vaux-en-Velin le plan territorial de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Ça s'inscrit effectivement
dans ces schémas. Et il est rappelé à l'introduction de ces plans que c'est en nous appuyant sur nos habitants, sur notre histoire, sur une forte pratique quotidienne faite de mélange et de respect que nous affirmons que Vaux-en-Velin incarne le creuset d'une France unie et solidaire. Donc nous y sommes effectivement. Et le livre, je ne sais pas si on est sur le livre, parce que je ne vois pas ce qui est au tableau. Oui. Donc le livre de la Deuxième Guerre mondiale et des combattants tchadiens de la France libre s'inscrit effectivement dans ce travail de mémoire, dans cette volonté de vivre ensemble, dans cette aussi envie de faire en sorte que notre histoire ne soit pas oubliée. Merci beaucoup au doyen Miaro qui a accepté de m'introduire, de m'associer à ce travail de mémoire. Je tiens à saluer son dynamisme, à saluer aussi sa rigueur et à saluer sa persévérance. Merci. Il est tout à la fois, il est tout ça à la fois. Du haut de ses 83 ans, il ne le fait pas, tout le monde le dit. Il est actif. 85 même. Hein? Il est actif. J'évolue très vite pour dire, effectivement, rares sont les combattants africains qui, comme le Camerounais Onana, ont réussi à rendre publique leur version des faits avec son ouvrage « Un homme blindé à Biradem ». Rares sont ceux qui, connus et reconnus pourtant, comme l'écrivait Génix dans son ouvrage au titre évocateur « La France libre fut africaine ». Il précise, à la page 10 de cet ouvrage, le commandant résistant l'archipel de la première heure n'est pas un Savoyard, coiffé d'un béret, mais plutôt un Tchadien, un Camerounais, ou un habitant de ce qu'on appelait alors l'Oubangui-Chari, actuellement la République centrafricaine. Mais je voudrais pas vous retarder avec le contexte, on aura l'occasion avec la vidéo de revenir sur le contexte. Mais oui, élément fondateur de la France libre, résistante, combattante et victorieuse, l'appel du 18 juin 1940, lancé par le général de Gaulle, a reçu un écho particulier dans l'Empire et notamment en Afrique équatoriale française et au Cameroun, bien loin de la métropole. L'AF et le Cameroun ont, par un sursaut patriotique et audacieux, su donner au chef de la France libre à la fois la légitimité, une assise territoriale des soldats et des contributions tant humaines, financières, matérielles que logistiques qu'il fallait pour braver les puissances de l'Axe et le gouvernement de Vichy afin d'offrir à la France meurtrie, abusée et soumise l'un des plus beaux mots de sa devise, du moins le premier, la liberté. Le 18 juin donc, 2023 à Mont-Valérien, lorsque l'acteur Philippe Toronto lisait d'une voix solennelle l'appel du 18 juin, nous nous sommes retournés les uns vers les autres, Tchadi, Alain, le docteur Miaro, moi-même et nos voisins, nous nous sommes posés tant de questions, parmi lesquelles, où serons-nous aujourd'hui? Quelle langue allons-nous parler s'il n'y avait pas cet homme audacieux qui a osé dire non au nazisme, qui a osé dire non au régime de Vichy? Nous nous sommes posés aussi mille et une questions en tant que Tchadiens. Nous nous sommes dit, quelle serait la France libre? Quelle serait la France libre s'il n'y avait pas le Tchad comme premier pays à répondre à cet appel-là? Nous sommes dans une ville socialiste,
on ne fait pas de la politique, bien entendu, je suis socialiste. Je ne vais pas faire de la publicité à Marine Le Pen, mais elle l'a dit. Et la vidéo fait buzz dans le milieu tchadien depuis que, à Félir Méragis, nous nous sommes posé la question. On a cité Marine Le Pen et nous nous sommes demandé qui est l'auteur de cette citation. Personne dans la salle n'avait réussi, tellement il jetait des fleurs au Tchad. C'est pour dire. Le Tchad, mais de quoi parle-t-on? On est sur le Tchad là. Oui. Voilà, le Tchad, c'est un territoire qui fait 1 284 000 km². Je vais rapidement évoluer. Pardon, c'est bon? Ok. Il devient colonie à part entière et intègre l'Afrique équatoriale française le 26 août 1922. Le 26 août 1922, le Tchad intègre l'Afrique équatoriale française. Et le 26 août 1940, à ses 18 ans, quand le Tchad est devenu majeur, il se dit, je suis suffisamment grand pour choisir mon destin. Et mon destin, c'est de dire oui au général de Gaulle. Et pour dire oui au général de Gaulle, c'est deux hommes. Félix Eboué, que nous avons évoqué tout à l'heure, premier gouverneur noir, donc premier noir à occuper aussi ces postes, a pris la décision, la courageuse décision d'intégrer donc la France libre, de dire oui au général de Gaulle, alors qu'il se sentait menacé par Vichy, alors que sa famille était ici en France. Malgré les risques, il a dit non, le nazisme, je ne suis pas pour. Ce n'était pas évident du côté de Pierre Marchand, et Éric Génie l'a rappelé dans son livre là. Il a bien rappelé, et si vous le permettez, je lis juste à la page 31. Le lendemain du ralliement du Tchad, intervenu le 26 août, l'alliance avec le Royaume-Uni est avancée comme principale mobile au vu du désenclavement qu'elle représente. C'est du moins ce qu'allègue un officier en poste à Fort-Archambault, donc SAR, ayant refusé l'engagement gaulliste. Forte de presque 4000 hommes, le régiment tchadien hésite pendant 2 jours, certains éléments étant convaincus que Keboué est un traître avant d'être enfin persuadé par le commandant Inglot de se rallier dans sa majorité. Donc effectivement au début ce n'était pas évident. Le gouverneur donc, civil était pour le ralliement, mais du côté des militaires ça hésitait encore. Mais il a fallu des négociations pour qu'on puisse convaincre les militaires à rallier. Et le régiment de marche du Tchad, le régiment de tirailleurs sénégalais qui deviendra plus tard le régiment de marche du Tchad, est le premier régiment à rallier dans son ensemble, du moins avec la quasi-totalité de ses membres, la France libre. C'était plus de 4000 hommes, même si certains officiers ont décidé de partir du côté de Dakar où le gouverneur était sous l'autorité de Vichy. Donc justement, le ralliement du Tchad, c'est les 2 hommes, mais aussi toutes les troupes qui ont pu rallier. Et ce ralliement est si important que le premier donc, responsable de la France libre a, dès le 27 août 1940, réagi par rapport donc, à ces ralliements. Et je vous propose donc qu'on l'écoute. La courageuse décision prise par le territoire du Tchad, sous l'impulsion de son gouverneur et de son commandant militaire, comblera de joie et de fierté tous les Français. L'ennemi a
véritable armistice. Il en avait fini avec la France. L'ennemi s'est trompé. Dans le monde, des gens se sont imaginés que la France ne se battrait plus. Ces gens ont commis une erreur. La France s'est trouvée momentanément foudroyée par une forme de guerre qu'elle n'avait pas préparée. Dans son malheur, notre pays a pu douter de lui-même. Il a pu douter de ses alliés. Certains Français, aveuglés par le désespoir, ont pu oublier 2000 ans d'histoire et penser que la voie du salut était la soumission à Hitler et à Mussolini. Mais la France est la France. Il y a en elle un ressort secret qui depuis toujours étonna le monde et qui n'a pas fini de l'étonner. La France écrasée, humiliée, livrée, commence à remonter la pente de l'abîme. Les Français du Tchad viennent d'en donner la preuve. Spontanément, ces hommes droits, ces hommes saints, ces hommes braves reprennent leurs armes et vont au combat. J'ai des raisons de penser que leur exemple sera suivi. J'ai des raisons de dire qu'il se reforme une France combattante dont les forces vont croissant. J'ai des raisons de croire qu'il y a encore de l'honneur et de la gloire pour la France. J'ai des raisons d'affirmer qu'en demeurant présente à la bataille, la France sera présente à la victoire. Effectivement, le général de Gaulle a raison parce que juste après, nous avons le régiment de marche du Tchad avec à sa tête le colonel Leclerc a livré et gagné la bataille de Koufra le 2 mars 1941. La bataille de Koufra est la bataille la plus importante. C'est la première bataille gagnée par la France et par les Français. Il y a eu une hérité, effectivement. Mais Koufra, comme l'a dit Jacques Beau, que je cite, est le premier acte offensif victorieux mené contre l'ennemi par des forces françaises partant des territoires français aux ordres d'un commandement uniquement français. Par la suite, ils gagneront la Tunisie et le Maroc, puis la France sous le 2e division blindée. À Koufra, ils ont aussi, après la victoire de Koufra, ils ont prêté ce qui est devenu célèbre, le serment de Koufra. Ce serment dit simplement que nos troupes ne déposeront pas les armes tant et aussi longtemps que les tricolores, les drapeaux français et la croix de Lorraine ne flottent pas sur la cathédrale de Strasbourg. Et effectivement, ils ont tenu à respecter ce serment-là. Et le général de Gaulle sera informé justement par télégramme. Il a réagi juste après. Je voudrais aussi souligner que la contribution du Tchadien, ce n'est pas que une contribution militaire, mais il y a aussi d'autres contributions. Et Pierre Lapie, qui était le premier élu, donc élu socialiste aussi, premier élu à région, le gouverneur, le général de Gaulle était affecté au Tchad comme gouverneur. Il a écrit 2 livres que nous avons ici. Mais tourné au Tchad, mais aussi le Tchad fait la guerre. J'invite donc très rapidement, si c'est possible, mademoiselle Noéva à nous présenter quelques éléments. Tu peux lire avec ton... Ouais. Le gouverneur
Pierre-Olivier Lapie précise dans son ouvrage « Les tournées au Tchad » ayant lancé une souscription pour offrir un avion de guerre au général de Gaulle. Voici ce que certains chefs répondirent. « Chef Hassan, je veux donner moi-même pour que les Français gagnent vite et pour qu'on puisse acheter le plus beau camion, le bel avion. 100, 10 000 francs. Chef Nigor, les Allemands ont tué beaucoup d'hommes chez moi. Je ne veux pas les voir revenir et je vais donner moi-même pour acheter l'avion. Il faut que les Français gagnent et restent avec nous. 10 000 francs. Chef de village Goudou, j'ai appris que les soldats avaient besoin d'un avion. Je connais les Allemands, ils ont tué les gens de mon père. Les Français nous auront libres. Les enfants n'ont plus peur dans nos villages. Il faut qu'ils gagnent et je donne 2 000 francs. Voici maintenant les déclarations des cultivateurs, ce que nous appelons les gros fermiers. Gaï Dogo. Les Allemands nous ont fait beaucoup de mal. Avec les Français, nous sommes libres et nous gagnons de l'argent. Je veux qu'ils restent et je donne 500 francs. Von Doumal. Les Allemands ont fait beaucoup de mal autrefois dans la région. Ils ont tué beaucoup de monde. Je porte 2 000 francs pour que les Français soient les plus forts. Baitogolo. On a dit que les Français avaient besoin d'argent pour battre les Allemands. Je veux apporter 2 000 francs. Je connais les Allemands. Ils ont tué les gens de mon père. Moi-même, j'ai été blessée par un coup de fusil. Il faut qu'ils soient battus. Et je veux aider à les battre. Bye. J'étais jeune quand les Allemands étaient ici. Nous avons été obligés de prendre la brousse. Et je fuyais partout. Les Français nous ont permis de vivre libres. Il faut qu'ils gagnent. Je donne 2 000 francs. Merci, Nobo. Merci. Merci beaucoup. C'est juste pour rappeler simplement que les contributions militaires, oui, mais il y a aussi d'autres contributions. On a extrait ces éléments-là seulement pour présenter, mais il y a beaucoup de contributions. Et lorsque vous lisez Main tournée au Tchad ou encore le Tchad fait la guerre, vous allez avoir des éléments d'information encore que nous avons pu nous appuyer dessus pour pouvoir écrire ce livre-là. Effectivement, le Tchad a joué un rôle important, mais l'Afrique équatoriale française, de manière générale, a joué un rôle très important. Et nous voudrions juste présenter très rapidement la carte de l'Afrique équatoriale française. Et aussi pour dire que je vais essayer maintenant d'évoluer très rapidement pour donner les visages, quelques visages, et pour permettre de laisser la parole donc, au docteur Miaro pour l'autre intervention. Donc voilà, ce que nous voudrions dire, c'est que l'effort est reconnu. L'effort est reconnu parce que lorsque le général de Gaulle avait décidé de créer donc l'ordre de libération, le 16 novembre 1940 à Brazzaville, il a nommé 5 personnalités, donc les 5 premiers compagnons de libération. Il y a un qui est du Tchad, on a évoqué tout à l'heure, Félix Eboué, le gouverneur du Tchad. Il était parmi le comité, le conseil, donc c'est les 5 membres du conseil qui vont maintenant étudier la possibilité de décerner cette médaille-là à d'autres. Et parmi les 5, il y a effectivement celui du Tchad, mais il y a aussi d'autres officiers qui font partie de ce comité restreint. Et ils étaient aussi le 29 janvier 1941 les premiers compagnons de libération. Mais la décision, la dernière décision appartient toujours au général de Gaulle. Ils font des études, ils transmettent le dossier au général de Gaulle et c'est lui qui va en dernier ressort prendre la décision. Et cette médaille est la plus importante de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que Vichy occupait, donc Vichy était le gouvernement légal, légitime, il n'y avait pas la possibilité de décerner la plus haute distinction. Et donc, le général de Gaulle a créé le 16
novembre 1940 à Brazzaville, cette médaille pour récompenser ceux qui se sont particulièrement illustrés. Et parmi ceux-là, il y a au total 1038 compagnons de libération. J'ai le livre de noter qui le précise, ils étaient 1038, pas une personne de plus, pas une personne de moins. Et sur les 1030, il y a 1038 personnes physiques, mais il y a 18 personnes morales, unités parmi lesquelles le régiment de marche du Tchad. Et je précise que le régiment de marche du Tchad est le régiment le plus titré, parce qu'au sein de ces régiments-là, il y a 106 compagnons de libération. Il n'y a pas un autre régiment, il n'y a pas une autre unité qui a le plus de compagnons de libération. Il y a 18 unités et il y a 5 villes, 5 communes, Grenoble, Nantes, Paris, Vassaux en Vercors et Île-de-Saint. Donc il y a 5 communes, 18 unités et 1038 au total. Il y a 16 Africains qui sont compagnons de libération, 16 Africains. Et sur les 16 Africains, nous comptons 6 Tchadiens compagnons de libération. Là, on n'a malheureusement pas le visage de tous les 6 compagnons de libération, mais au moins on a les noms de ces 6 compagnons de libération tchadiens. Donc voilà, j'ai essayé de les présenter un à un, mais bon, ça nous prendra du temps. Mais sachez, là, ce sont les différents médailles portées par ses compagnons. Et le compagnon Koli Yorgué, je ne sais pas si c'est lui qui... Ouais, voilà, le compagnon Koli Yorgué a été normalement cité par Emmanuel Macron dans son discours du 15 août 2019, discours à l'occasion duquel il a demandé à ce que les maires donnent le nom de certaines rues aux compagnons de libération. On a la chance et le privilège d'avoir aussi dans la salle Tchadi. Elle n'aime pas trop ça, mais si Tchadi, tu peux faire coucou, ça serait intéressant. Tchadi Miaro qui est dans la salle. Tchadi, s'il te plaît, voilà. Et la petite fille de Koli Yorgué, et c'est la fille aussi de Miaro. Et Miaro lui-même est fils d'un ancien combattant, l'adjudant Miaro. Donc, de deux côtés tchadiens, mais on rappelle aussi que Miaro est aussi le fils d'un compagnon de libération. Voilà donc les 5 avec les différents les médailles obtenues. Voilà. Je voudrais aussi m'arrêter un peu sur ses compagnons de libération. Mounira, qui est mon grand-oncle, mais qui est aussi son cousin. Il a été son tuteur pendant que son père était... c'est à quel moment? Mais il a été son tuteur. Donc voilà, il y a quelques liens avec le compagnon Mounira. Le compagnon Mounira que nous avons eu la chance d'aller le visiter avec mon épouse. Visiter, c'est une façon de dire, mais on s'est rendu au musée de l'ordre de libération pour avoir son dossier, ce qui nous a permis aussi de travailler pour ces livres-là. Mais on a fait le déplacement bien avant de commencer l'écrit. Donc voilà un petit zoom sur quelques compagnons. Mais en plus des compagnons de libération, lorsque j'ai évoqué tout à l'heure le discours de Macron, lorsqu'il avait demandé qu'on puisse donner les noms de certains combattants, on a fait une liste de 100 personnes qu'on a proposées, et parmi ces 100 personnes, il y a aussi 6 Tchadiens que je voudrais très vite. Voilà, donc ça c'est des Tchadiens qui ont des parcours exceptionnels, qui ont retenu l'attention du ministère de Défense, et le ministère de Défense a fait une fiche sur chacun de ces Tchadiens-là. Et voilà sur ça que je vais finir, mais avant de finir, je voudrais juste évoquer aussi au Mont Valérien, il y a 16 reliefs, hauts reliefs qui rappellent les hauts faits de la Deuxième Guerre mondiale, et sur les 16, il y a
5 qui ont soit un rapport direct ou indirect avec le Tchad. Là, c'est la dernière fois qu'on était au mémorial de la France combattante au Mont-Valérien avec le général, ici avec le général Christian Baptiste, qui est délégué donc de tout ce qui est question des mémoires au niveau de l'association. Ici, donc, je ne sais pas si vous avez des éléments. Ici, c'est le faisan. Le faisan rappelle donc tout ce qui est birakem. Koufra que j'ai évoqué tout à l'heure. Faisan, c'est une sculpture Aimé Bizette Linné qui a sculpté. Tel ces lions blessés attaquant le serpent, les troupes du général Necker s'emparent des l'oasis de Koufra le 2 mars 1941, puis conquièrent le désert du Faisan, témoignant de la renaissance de la France au combat. Voilà Faisan. Nous avons aussi Birakem, j'ai évoqué tout à l'heure, que après une résistance sublime, la division française livrée à celle ressources force par le glaive, le barrage d'acier et de feu qui l'encercle. Voilà, ça a aussi un rapport direct avec les troupes Casino. Et je profite de l'occasion pour saluer aussi la mémoire du père de Noël Netono Tekeri, parce qu'il m'a dit que son père est blessé à ce combat-là de Casino. On a échangé encore hier par rapport à ça, il m'a donné les coordonnées de son père. Il dit dans la prochaine fois, il faut qu'on intègre un certain nombre d'éléments. Donc je tiens à faire ce témoignage par rapport au Casino. Paris, effectivement, le premier soldat qui a fait son entrée à l'hôtel de ville, c'est le capitaine Drone, justement, de la Neuve. On a parlé de l'Espagne tout à l'heure avec Stéphane Gomez, le premier adjoint, justement, avec les troupes espagnoles. Ils étaient les premiers à faire son entrée, mais il était du régiment de marche du Tchad. Donc, Paris a aussi ces rapports-là avec les troupes tchadiennes. Le Rhin, enfin, je pense Alesson, oui, Alesson, 16 août, donc Alesson a aussi des rapports parce que c'est les troupes de l'Éclair font partie de ceux qui ont livré la campagne d'Alesson. On a rappelé que le 12 août 1944, la deuxième division blindée du général Leclerc délivre la ville d'Alesson, première étape vers Paris puis Strasbourg. Donc, tel un phénix renaissant de ses cendres, l'armée française livre sa première grande bataille sur le sol, enfin retrouvé de la mère patrie. Paris, on a évoqué, donc le Rhin, effectivement, Strasbourg mutilé mais indompté, brise ses chaînes et libère le grand fleuve. Voilà ces éléments-là qui nous rappellent qu'effectivement, il y a beaucoup d'éléments, mais le temps qui nous est imparti ne nous permettra pas. Mais le livre évoque, approfondit certains de ces détails que je viens de donner. Et tout ça, c'est important de le savoir. Et une fois de plus, merci à la ville de pouvoir nous donner l'occasion d'évoquer ces problèmes. Mais avant de finir, je voudrais qu'on écoute ça. Et je pense qu'après le Tchad, l'Angleterre et la France, c'est...
avant de... Allant pour un petit texte qui reprend, c'est le décret. Vas-y. Le décret du 12 juin 1945, signé par le général de Gaulle, attribuant la croix de libération au régiment de marche du Tchad, dit ceci: splendide régiment dont l'attitude est un exemple pour toute l'armée française. Rallié en bloc au général de Gaulle en août 1940, avec tous ses cadres et sur son propre territoire, n'a cessé pendant 5 années, sous le commandement du colonel Gillot, de soutenir le prestige des armes françaises. En février 1941, obtient une première et rapide victoire en s'emparant du poste de Koufra. Pendant l'hiver 1941, exécute une série d'opérations offensives en territoire italien, détruisant de nombreux postes fortifiés et capturant un personnel important. En 1942 à 1943, traverse le Tchibesti, s'empare de tous les territoires du Fezzan et après avoir opéré à Tripoli sa jonction avec la 5e armée britannique, participe à une série de combats qui, de Ksar Ilan à Tunis, consacreront définitivement sa réputation. Dans le cadre de la 2e division blindée, débarque en France le 1er août 1944 et prend une part prépondérante aux combats de Normandie, de Paris, de Lorraine et d'Alsace, s'illustrant particulièrement dans la forêt des Pouilles, à Paris, à Baccarat, à Strasbourg et sur l'île, couronnant enfin cette série de victoires prestigieuses en rentrant à Berchtesgaden. Ces éléments atteignent les premiers le Berghof. Nous allons vous présenter un résumé vidéo de développement que le docteur Évariste vient de faire. Ça va être sous forme de vidéo. Merci. Appel. Baisser un peu la lumière. Le livre de la Deuxième Guerre mondiale et des combattants tchadiens de la France libre par Dr Beram Adjimiaro II et Dr Évariste Djimasté, fut édité et publié par les éditions de la francophonie en septembre 2002 au Nouveau-Brunswick, au Canada. Il est réimprimé en France en mai 2023. L'histoire de la Deuxième Guerre mondiale que nous racontons dans notre livre est d'abord une tragédie européenne. Comme un énorme feu de chasse mal éteint ravivé par un applaudissement, elle commence en Europe avec l'invasion de la Pologne par l'armée de l'Allemagne nazie le 1er septembre 1939. Vaincue en 1918, l'Allemagne supporte mal les charges écrasantes imposées sur elle par le traité de Versailles du 28 juin 1919 pour mettre fin aux hostilités de la Première Guerre mondiale 1914-18. Deux camps opposés se forment après l'invasion de la Pologne. Le camp de l'Axe,
constitué de l'Allemagne, du Japon et de l'Italie d'une part, et celui des Alliés formé de l'Angleterre et son empire, de la France et ses colonies d'autre part. Ces deux dernières puissances alliées déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. L'Union des républiques socialistes et soviétiques et les États-Unis d'Amérique rejoignent le camp allié en décembre 1941, faisant ainsi d'une guerre initialement européenne la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. La carte de l'Europe au 1er septembre 1939 montre en couleur les pays alliés, Grande-Bretagne, France, Pologne et des pays neutres, mais qui leur sont sympathiques d'une part, les pays de l'Axe, Troisième Reich et l'Italie, et des pays neutres, mais qui leur sont sympathiques d'autre part. Il y a des pays complètement neutres. La Norvège, la Suède, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, le Danemark, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse, l'Irlande, l'Espagne et le Portugal. L'Allemagne occupe en moins d'1 an, c'est-à-dire de septembre 1939 à juin 1940, tous les pays de l'Europe occidentale, dont les 3/5 du territoire français. L'armée française est en déroute. Et le maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, monte au pouvoir et prend en main les destinées de la France. Pétain accepte malgré lui l'occupation des 2/3 du territoire français par l'Allemagne nazie, tandis que le général de Gaulle, jadis protégé de ce dernier, se rebelle. Il se réfugie en Angleterre et appelle ses concitoyens et les colonies françaises à se joindre à lui pour poursuivre la guerre aux côtés de l'Angleterre et son empire. On n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite, mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Je dis l'intérêt supérieur de la patrie, car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Le premier aliment au général de Gaulle venant des colonies françaises est celui de M. Félix Égoué, noir de la Guyane française,
gouverneur du Tchad, le 26 août 1940, entraînant celui du régiment des tirailleurs sénégalais du Tchad. Nous avons le gouverneur Félix Eboué, gouverneur du Tchad, qui était devenu par la suite le gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. Nous avons ensuite Pierre Marchand, commandant du régiment des tirailleurs sénégalais du Tchad. Je vous lis le texte de ralliement du Tchad. Le Tchad est devenu français grâce à l'abnégation, au courage, à la volonté, au travail d'une phalange de soldats, d'administrateurs et de colons, dont l'esprit est devenu dans toute l'Afrique le symbole de l'énergie française. Gardienne des marches de l'Afrique française, avant-poste d'une armée qui a dû déposer ses armes avant même d'avoir combattu, les garnisons du Tchad se sont soumises avec douleur, mais dans la plus stricte discipline, à un armistice qui fut conclu sans que fût consulté l'Empire français. Au cours des 2 derniers mois, les Français d'Afrique ont constaté que l'armistice ne se borne pas à obliger la France à abandonner la lutte, mais que sous la contrainte évidente de l'ennemi, le gouvernement métropolitain est obligé d'accumuler les mesures d'hostilité envers la Grande-Bretagne et d'imposer à l'Afrique française une politique d'isolement économique qui mène les populations indigènes aussi bien que les Européens à la ruine. Le gouverneur du Tchad et le commandant militaire du territoire, constatant que les intérêts de toute nature confiés à leur garde sont mis en péril par une politique qui ignore les nécessités de la vie du territoire, convaincus que la restauration de la grandeur et de l'indépendance française exige que la France d'outre-mer continue à se battre aux côtés de la Grande-Bretagne, décide de proclamer l'union du territoire et des troupes qui le protègent aux forces françaises libres du général de Gaulle, d'organiser immédiatement une coopération économique étroite avec les colonies britanniques voisines et de faire appel aux autres parties de l'Afrique française également menacées pour qu'elles imitent l'exemple du Tchad. Fidèles à l'esprit des aînés, les Tchadiens garderont le territoire à la France envers et contre tous. Le régiment des tirailleurs sénégalais du Tchad, créé en 1911, comptait au moment du ralliement à la France libre environ 6 000 soldats, dont 5 500 Tchadiens. Ce nombre s'élèvera à plus de 10 000 en 1943, avant le premier blanchiment. Le ralliement du Tchad est suivi de ceux du Cameroun, 27 août 1940, du Congo, Brazzaville, 28 août 1940, du Centrafrique ou de l'Ubangi-Chari, du 29 août 1940, et du Gabon, mi-novembre 1940. La carte suivante montre la position stratégique
de l'Afrique équatoriale française et le Cameroun, alors sous mandat de la Société des Nations, sur le continent africain. Leur vaste territoire est une sorte de pont entre les pays africains au sud de l'équateur et ceux au nord du tropique de Cancer d'une part, et ceux de l'Afrique occidentale et de l'Afrique orientale d'autre part. Il constitue une plaque tournante pour la Deuxième Guerre mondiale dans la région géographique Méditerranée-Afrique, avec comme point focal Fort-Lamy, la capitale du Tchad. Les troupes coloniales françaises dans les 5 pays de l'Afrique centrale comptent environ 27 000 combattants, dont environ 10 000 Tchadiens. Comme chef de guerre, le général de Gaulle dispose à l'issue des ralliements de ce vaste territoire d'une main-d'œuvre gratuite, des ressources naturelles abondantes, d'élevage, d'agriculture et d'une armée de plus de 27 000 soldats africains, ce qu'il n'a pas en France, son pays d'origine. Il crée le 27 octobre 1940 à Brazzaville, capitale de l'AEF, un conseil de défense de l'Empire qui cédera sa place au comité national français le 24 septembre 1941. Et il créa aussi la radio Brazzaville qui deviendra en 1943 une des voix de la France libre. C'est ce qui fait écrire par l'historien canadien Eric Jennings son livre « La France libre fut africaine », publié en 2014 par les éditions Perrin. La conscription et le recrutement de jeunes gens dans les armées de la France libre battent leur plein pendant toute l'année 1940. C'est ainsi que se sont formés au Tchad et en Afrique centrale la colonne Leclerc et les bataillons de marche numéro 1, 2, 3, constitués en majorité de Tchadiens, Adjaraï et Sarah. Ils livrent des batailles respectivement en Érythrée, à Mourzouk, à Koufra, dès 1941. Ils s'attaquent aux Allemands et Italiens avec la même témérité en 1942 et 1943. En Syrie, à Birakem, au Fezzan, en Libye et en Tunisie, et poursuivent leur marche victorieuse en Europe, notamment en France et en Italie, en 1944, comme le montrent ci-après des cartes de leurs itinéraires. Je suis ancien combattant, c'est parti en France, c'est salué Digo, c'est fait la guerre moi. Je suis ancien combattant, c'est parti en France, c'est salué Digo, c'est fait la guerre moi. Je suis ancien combattant, c'est parti en France, c'est salué Digo, c'est fait la guerre moi. Marche jusqu'au Sénégal et de Dakar à Saint-Tropez, c'était par bateau. Nos parents traversaient la forêt et le désert à pied. Et de Dakar à Saint-Tropez, c'était par bateau.
léché le gamelle sous les bombardements. Même les bois, il est léché sous les bombardements. C'est sûr, c'est combattant, c'est parti à France, c'est salué d'Igor, c'est fait la guerre, moi. C'est sûr, c'est combattant, c'est parti à France, c'est salué d'Igor, c'est fait la guerre, moi. Vraiment dans la tradition de terre africaine, fièrement dans nos chefferies de terre bien-aimée, l'Afrique a répondu à l'appel lancé par l'école. Les indigènes cassaient des avions, chasseurs, bombardiers. Ils brûlaient des chars d'assaut, compris les écuries. Pendant les combats sous le drapeau français. Les indigènes cassaient des avions comme on casse les Canaries. En France et même en Indochine. Pendant les combats où ils ont fait des prisonniers. C'est sûr, c'est combattant, c'est parti à France, c'est salué d'Igor, c'est fait la guerre, moi. C'est sûr, c'est combattant, c'est parti à France, c'est salué d'Igor, c'est fait la guerre, moi. Rosoro avait vu même les larmes des braves. Ils ont entendu les sanglots des hommes téméraires. Pendant les combats où l'ennemi a capturé. Bravement dans la tradition des terres africaines, fièrement dans nos chefferies de terre bien-aimées, l'Afrique a répondu à l'appel lancé par De Gaulle. La fin de la guerre avait déjà le De Gaulle qui saluait les drapeaux. La fin de la guerre avec nos tirailleurs sénégalais. La fin de la guerre avec nos morts et nos handicapés. La fin de la guerre avec les veuves et les orphelins. Nos 15 tirailleurs ont été décorés de croix de guerre. La libération dans la Marseillaise et les sanglots. C'est sûr, c'est combattant, c'est parti à France, c'est salué d'Igor, c'est fait la guerre, moi. C'est sûr, c'est combattant, c'est parti à France, c'est salué d'Igor, c'est fait la guerre, moi. Hommage à vous, anciens soldats de régiment indigène du Tchad, sans oublier ceux des autres pays d'Afrique. Votre vertu en tant que militaire discipliné sur la terre étrangère a honoré l'Afrique tout entière. Après votre retour parmi nous, les civils de nos pays en Afrique centrale, en Afrique occidentale, au Maghreb et à Madagascar ne vous manquez jamais de respect. Parce qu'ils n'ont pas de preuves pour oser vous taxer des racketteurs ou de peur de nous. C'est sûr, c'est combattant, c'est parti à France, c'est salué d'Igor, c'est fait la guerre, moi. C'est sûr, c'est combattant, c'est parti à France, c'est salué d'Igor, c'est fait la guerre, moi. Terra, c'est le canaille vous salue. Vous, les enfants et les petits-fils, les anciens combattants au quartier, 15 ans à Sarr, à Moudou, à Fonsala et à
C'est presque grâce à leur utilité dans cette guerre mondiale que la France a reconnu la valeur de l'Afrique. L'Afrique du roi Bararayayo. Vous pouvez danser, hein? Docteur Itama, docteur Sidoni, allez. Allez, tout le monde debout. L'appel du 18 juin 1940. Pourquoi? Comment? En tout cas, bon, il est l'heure, non? Il est 2 heures. En tout cas, une fois de plus, un grand merci à chacune et chacun d'entre nous. On ne fait que commencer, donc on a fait la présentation, nous ne sommes pas entrés dans les détails, mais le livre est là pour nous compléter. Ça, nous sommes là aussi pour... bon, comme il n'y a pas de temps, oui. Ils liront le livre et puis... Puis voilà, nous sommes à votre disposition. Et à la mairie, Stéphane est là. Nous disons encore un grand merci pour ce que fait Vouan Voulin et ce que nous pouvons encore faire ensemble. En tout cas, merci. S'il y a des questions... Mais on n'a pas beaucoup de temps, donc quelques questions du temps qui nous est Bon, je voudrais dire bravo et que tout le monde applaudisse encore une fois de plus Dr Miaro et Dr Devaris pour ce travail vraiment de recherche. C'est un travail de première main, mais qui nous permet à nous de relever le défi. Et ce défi, c'est beaucoup plus essayer d'apporter encore plus dans ce travail. Et puis, les apports des uns et des autres seront toujours les bienvenus. Et c'est une fierté pour nous parce que c'est un livre de mémoire qui est écrit par deux éminents tchadiens, docteurs. Et aujourd'hui, il faudrait également que nous réclamions aussi notre part parce que le Tchad a été d'un soutien indiscutable pour la France libre. Donc voilà, ce travail reste ouvert. Et je voudrais aussi dire, parce que quand je vois Dr Mianra par rapport à son âge, il n'a même pas les lunettes, et puis voilà, nous avons nos enfants, à peine nés, voilà, donc franchement, je vous souhaite encore une fois de plus longue vie, et puis que Dieu vous donne encore cette énergie, cette force, cette audace. Et ce travail, nous le déclinons aussi pour nos enfants parce que, beaucoup plus pour que nos enfants sachent aussi leur origine, d'où ils sont venus et pourquoi ils sont là en France. Ils doivent savoir aussi que le Tchad a joué un rôle très très important par rapport à la libération de la France. Une fois encore, merci. Nous allons passer maintenant au deuxième temps de cet exposé, cette conférence.
en accordant la parole à qui voudra bien la prendre. On est limité, mais bon, il y a une précision que je tiens à apporter. Si je ne le fais pas, je serai très mal. Seydou Traoré, président, donc fondateur de notre association ATRA, est convalescent, mais il a bien voulu être présent à travers ses amis. Donc nous voudrions bien voilà, apporter cette précision. Nous voudrions aussi avoir une pensée à notre frère André Baïber qui est aussi convalescent. Donc voilà, ce sont des soutiens. On n'a pas vu tonton Hassan, tonton Haroun, mais ce sont nos soutiens, ce sont nos grands frères qui sont toujours derrière nous. La grande Tréfose n'a pas pu faire le déplacement. La présidente de l'ACRA, tout ça, ne sont pas là dans la salle, mais ils sont avec nous en esprit. Donc voilà l'élément de précision que je voudrais apporter. J'ai oublié bien d'autres, mais voilà, j'ai cité quelques-uns comme quoi nous ne sommes pas seuls, même s'il y en a qui ne sont pas là avec nous dans la salle, quelque part en français, ils sont avec nous. Donc voilà, aux uns aux autres, je tiens encore à nous remercier. Et puis je passe la parole très rapidement s'il y a des questions. Merci. Peut-être si elle veut dire quelques mots. Oui, est-ce que vous voulez dire non, allez-y. Donnez-les après, je prends. Merci beaucoup pour votre présentation, ce livre de mémoire. J'ai commencé à lire, je n'ai pas fini, et cela m'appelle à vous poser certaines questions. Et la première question, pourquoi l'appellation tirailleur, sachant que nos parents, s'ils tiraient ailleurs, ils n'allaient pas contribuer à la libération de la France? Est-ce que ce mot, ou bien cette appellation est une moquerie, une insulte ou un mépris? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Pourquoi le livre est axé sur la contribution des militaires tchadiens et des combattants de l'Afrique centrale, mais je vois que le mot tirailleurs sénégalais du Tchad, pourquoi le mot sénégalais intervient ici? Troisième question. Nos parents ont contribué militairement et également en nature. Ils ont aussi contribué par la construction des infrastructures, notamment les routes, ponts, aéroports et quelques bâtiments. Mais aujourd'hui, selon les accords coloniaux, la France a fait signer 14 pays d'Afrique, 11 accords, et le premier accord, je cite, la dette coloniale pour le remboursement des infrastructures construites par la France. Alors, est-ce que ces infrastructures construites, vous avez tout à l'heure marqué que nos parents ont contribué en main-d'œuvre, mais est-ce que c'est oublié? Et quatrième question, nos parents ont contribué. Je pense que cette histoire, nos parents, moi par exemple, mon père me racontait souvent, et j'ai constaté que vers les années 80 ou 90, nos parents qui ont contribué, on a cessé de leur payer la pension. Alors, quelle est la suite? Je ne sais pas. Donc, voilà mes questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le même sens? Non. Oui. Je n'ai pas noté. Voilà, moi c'est juste pour une contribution. D'abord, c'est vrai, nous sommes ici parce que nous sommes chez nous. Même si on est nigérien, j'ai connu celui il y a plus de 40 ans. Nous avons cheminé dans les amphithéâtres des universités, nous avons fait nos diplômes ensemble, mais nous avons aussi traîné dans la ville de Lyon. Alors, effectivement, il ne peut pas venir, vous le savez pourquoi. C'est un plaisir pour moi d'être là avec mon épouse
pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nous sommes africains. Et l'autre chose, c'est parce que moi, mon père a fait la Première Guerre mondiale. Il en est revenu avec des blessures partout et des décorations jusqu'au talon. Et j'ai écrit aussi, j'ai écrit 5 livres, mais les autres ne sont pas tellement intéressants. Le dernier porte sur justement mon père et la Première Guerre mondiale, qui s'intitule L'itinéraire d'un ancien combattant, Diagourou, qui est son village au Niger, où on est venu le capter pour l'amener, Verdun, où il a perdu beaucoup de choses puisqu'il a été blessé, et Terra, où il est resté au Niger, chef de canton pendant 33 ans jusqu'à sa mort. Donc, ce livre que j'ai écrit, on peut le trouver à l'Harmattan. Je l'ai écrit en 2011 et j'ai même vu des images qui sont dans mon livre d'ailleurs ici et ça fait plaisir parce que c'est un regard croisé des Africains. Voilà, et lorsque vous parlez de Koufra et puis de la Libye, je pensais à Rommel qui avait enterré ces tonneaux, ces tonneaux d'essence. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Mais ce que moi je demande encore, c'est qu'il faudrait qu'au-delà de cette salle, que les échos partent. Parce que nos enfants et nos petits-enfants qui sont ici n'ont pas eu la chance de connaître tout ça. Même nous, c'est parce que nous avons eu la chance avant que nos parents ne décèdent, de les approcher, de lire les documents qu'ils ont, les décorations qu'ils ont eues, toutes les guerres qu'ils ont faites, et d'écrire un livre sur eux. Donc je crois que ce message-là, il ne doit pas être seulement un message académicien, un message universitaire. Non, nous sommes les enfants de ceux qui se sont battus pour qu'aujourd'hui la France devienne ce qu'elle est. Parce que si vous vous rappelez, De Gaulle, moi, était un sous-lieutenant quand moi, mon père était à Verdun, au chemin de Damme et au Dardanelles, les pires batailles de la Première Guerre mondiale. Il était un sous-lieutenant entre né à Lille ou quelque chose comme ça. Donc, n'ayons pas peur. Et lorsque on nous demande pourquoi nous sommes ici, moi je réponds à l'université où je donne des conférences. J'ai dit, mais est-ce que nous sommes venus à dos de chameau ici ou à la nage? C'est vous qui avez pris vos avions et vos bateaux parce que ça chauffait chez vous. Et vous êtes venus chercher nos parents qui sont partis volontairement libérer la France. Et on sait ce qui s'est passé. Ce sont les Africains. Quand on dit tirailleurs sénégalais, moi j'ai dit non. Lorsque j'ai été à Chasselet, j'ai dit ce sont les combattants africains. Il faut qu'on évite cette histoire de tirailleurs sénégalais. C'était la colonisation. Et quand vous rentrez dans le cimetière, il y a la tombe d'un Tchadien, il y a la tombe d'un Nigérien qui s'appelle Moussa qui est né à Zender, il y a la tombe des Guinéens, il y a toutes sortes de tombes qui sont là. Et vraiment, cette valeur est une valeur commune. Devenu aujourd'hui le discours fondateur. Moi, je le dis tout haut parce que les jeunes ne savent pas quand on nous demande qu'est-ce que nous foutons ici. On va dire aux Français, mais vous êtes fous, non? C'est nous qui sommes, c'est vous qui êtes partis. Donc, il faut le dire, mais gentiment. Il faut le dire, mais gentiment. Pour qu'on ne sache pas qu'on est venu chercher à manger ici. C'est chez nous qu'il y a la nourriture et qu'il y a les hommes valides. Voilà. Donc, je vous remercie pour une première intervention. OK. On va noter des questions, mais bon. Oui. Voilà, c'est toi, peut-être qu'on va répondre. Voilà. C'est-à-dire que. On va essayer de répondre. C'est-à-dire la question qu'il a soulevée, il y a une. Oui, tout à fait. Il a répondu un peu. Oui. Mais s'il y a d'autres compléments. Lui, il est enterré au cimetière de la Doua, à côté. Les Moïsara. Il est mort ici à Lyon, à André Alix, Fort Saint-Irénée. Bon, la question oui, sur oui, docteur Sidonie Naïbi. Je disais, je m'appelle Sidonie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis à Lyon. Je remercie les deux docteurs, Miraro et Évariste.
j'ai parcouru brièvement le document et je me suis posé la question, pourquoi vos travaux n'ont pas fait mention des femmes? Est-ce qu'en 1940, les femmes n'existaient pas? Parce que sans femmes, il n'y a pas l'homme. Au niveau de la contribution, voilà. Ça, c'est la première question. Ma deuxième question, le Tchad est le premier pays de l'Afrique équatoriale française à répondre à l'appel du 18 juin. J'aimerais savoir, est-ce que cet appel a été volontaire ou bien l'enrôlement a été forcé? La réponse à l'appel, vous voulez dire? Okay. Oui. Puis la dernière question, je pense que Jacob en a parlé, et mon frère qui a posé la question a déjà parlé. Mais est-ce qu'on ne peut pas changer cette sémantique de tirailleurs sénégalais tchadiens du Tchad en voyant combattants du Tchad? Merci. Je vais répondre à deux questions pour les femmes. Revenir sur la question pourquoi combattants. On prend une série de 3 questions. Et puis tu répondras. Bon, je sais qu'on avait d'autres questions, mais je vais répondre à la question pourquoi on ne parle pas des femmes concernant la Deuxième Guerre mondiale. Effectivement, je pense que même sur le plan recrutement, on ne recrutait pas les femmes, on recrutait surtout les jeunes gens, pas des jeunes filles. Mais, et ça c'est mon cas personnel, parce que moi je suis né dans un camp militaire. Et camp militaire, mon père et ma mère sont partis du village de Bébopen. En ce temps-là, il n'y avait pas de camions. Hein. Ils allaient à pied ou sur des dos de chameaux ou des ânes pour se rendre à Mao. Donc, vous avez raison. Même si ma mère n'était pas militaire, ben, elle participait dans la vie de militaire. Elle jouait un rôle important, la preuve, je suis là. Et puis, un an après ma naissance, mon père part, c'est en 1940, il a donc rallié la France libre et il a rejoint le front. Il restait, ma mère et moi, à Mao. Alors, mon père a demandé à un de ses frères d'armes de nous accompagner en ce moment-là à dos de chameaux et d'ânes et de toutes sortes d'animaux qu'il y a au Tchad, vous savez, de Mao jusqu'à Bébopen, à peu près 1000 km. Et c'était seulement maman. Donc, elle a fait plus que l'armée. Bon, effectivement, on n'en parle pas beaucoup, mais nous, les fils des militaires, on sait le rôle joué par nos mamans dans l'armée, parce que même à Fort-Archambault dans le temps, ben, quand le militaire revient à la maison, c'est la femme qui prépare à manger, qui garde les enfants et qui lui permet de faire son service militaire. Donc, vous avez raison de soulever ce problème. On parle beaucoup des militaires, des hommes, sans parler de leurs femmes et de leurs familles. Bon, le deuxième point, je pense que tout le monde se révolte quand on parle de tirailleurs sénégalais ou tirailleurs sénégalais du Tchad. Parce que tirailleur, le mot tirailleur en lui-même est très péjoratif. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne tire pas droit. Or, ce n'est pas vrai.
quand vous verrez dans nos livres, là, nous, la spécificité de notre livre, c'est de ne pas parler des tirailleurs sénégalais ou tchadiens d'une façon générale. Nous avons pris bataillon par bataillon. On les a suivis, par exemple, on les suit de Fort-Archambault, Brazzaville, dans leur destination et jusqu'à leur campagne. Donc, c'est pour cela que vous verrez dans le livre, il y aura un chapitre sur la colonne Leclerc. Donc, on suit la colonne Leclerc depuis Fort-Lamy jusqu'à Strasbourg. Ensuite, on suit bataillon de marche numéro 1, où se trouvait Colliourguet. On l'a suivi de Fort-Archambault jusqu'à Brazzaville, jusqu'en Syrie, jusqu'en Italie, pour montrer aux parents des militaires qu'est-ce que c'était que la vie des militaires. Nous avons fait la même chose pour le bataillon de marche numéro 3, on ne parle pas beaucoup. La couverture du livre, là, c'est le bataillon de marche numéro 3 en Érythrée. C'est le général de Gaulle qui passe en revue ce bataillon de marche constitué presque spécialement de Tchadiens. Et c'est le bataillon qui a perdu le plus de soldats. Et c'est aussi le bataillon qui a eu 4 compagnons de libération, parce que la bataille là, de Cobb et les autres batailles, c'était tellement rude. Et enfin, un autre bataillon, bataillon de marche numéro 2, qui est constitué seulement de 8 Tchadiens, dont Mouniro, mais tous les autres sont de Centrafrique. Et ce bataillon-là aussi a été presque complètement détruit à Birakem. La bataille de Birakem dont on parle tant, c'est le bataillon de marche numéro 2. Et c'est lui qui était là-dedans, un Tchadien, c'est Mouniro. Mais ce bataillon-là, c'est une des victoires les plus retentissantes au bataillon de marche numéro 2, c'est-à-dire Birakem. Bon, on n'en parle pas beaucoup, parce que en ce moment-là, les bataillons de marche, c'était l'Angleterre et tout ça. C'était pas un bataillon uniquement, c'est-à-dire, c'était pas uniquement une campagne, pas uniquement française. Tandis que la colonne Leclerc, c'est uniquement, sauf en Tunisie, mais c'est particulièrement composé des Français et des Tchadiens. Donc c'est ça ce que je voulais vous dire pour les 2 points. Pour les autres, si je ne sais pas si je peux le dire, mais nous sommes pressés par le temps, parce qu'on nous dit que nous avons 2 heures. Voilà, c'est vrai qu'il y a le facteur temps qui est là, et on doit faire attention. Bon, juste une précision, mais par rapport à la question du frère Jacob, c'est vrai, le docteur Bienro a souligné que c'est vraiment un terme un peu péjoratif qu'on désigne les tirailleurs sénégalais. Mais on dit tirailleurs sénégalais, c'est pas parce que c'est les Sénégalais seuls qui ont contribué à la libération de la France libre, mais c'est que ce terme-là est né en 1857 et c'est le gouverneur Louis Fédel
qui avait créé ce terme. Sinon, l'ancienne appellation, c'était la force noire, l'armée noire. Donc, si les tirailleurs sénégalais, cette expression a été évoquée, c'est parce que le premier régiment d'infanterie était créé au Sénégal. Et c'est à partir du Sénégal. Donc, ce n'est pas seulement les Sénégalais, hein, cette appellation a été utilisée pour faire la différence, parce qu'il y a aussi les tirailleurs algériens et autres, quoi. D'une manière générale, c'est pour désigner les forces noires des colonies, voilà, d'une manière générale. Donc voilà la question. Et tu as posé aussi pas mal de questions, mais nous ne pourrons pas aussi, le temps nous fait défaut, mais peut-être vous avez les coordonnées de nos deux docteurs qui pourront éventuellement aussi, voilà. Donc là, le service technique nous donne 1 heure de plus, donc jusqu'à 18 h. Et on est tenu, et on va pas, on va gérer le temps, on va gérer, donc on va prendre la dernière série de questions, juste 3 questions ou 4 questions, priorité aussi aux femmes qui revendiquent aussi leurs droits, parce qu'on ne les a pas citées dans cet appel, la question posée par le docteur Sidoni, mais voilà, le docteur Niaro a aussi répondu, hein. Donc moi, tu as posé la question par rapport à l'enrôlement, où c'était aussi, moi j'ai dit c'est pas l'enrôlement, c'est la contribution, donc voilà. Donc là, on va laisser encore 3-4 personnes pour poser la question, et si vous avez des contributions, vous pouvez aussi apporter. Et puis après cette dernière série de questions, nous allons prendre 20 minutes ou 25 minutes pour la phase de dédicace, et la collation, nous serons obligés de partir chez Évariste pour voilà, la prendre. Donc, voilà ce que je tenais à apporter comme précision. Et, docteur Bettel. Merci. Félicitations tout d'abord pour avoir consacré du temps pour écrire ce livre. Je n'ai même pas vu, je viens d'apercevoir la couverture. Donc, je ne l'ai pas lu. Donc, je ne vous poserai pas de questions. Par contre, j'ai juste des remarques à faire par rapport à cette participation des Africains en général et des Tchadiens en particulier à la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut vraiment être fier d'avoir participé efficacement à cette guerre? Je pense que non. Comme la question a été soulignée par Sidonie, ce n'était pas une contribution volontaire. C'était, on a amené les Africains, exactement comme on les a transportés dans les Amériques, dans les Antilles, pour aller cultiver le coton, le canne à sucre pour venir emprisonner l'Europe. On les a amenés faire la guerre exactement comme on les a pris pour aller construire le Congo le chemin de fer, le Congo-Océan. On les a pris exactement comme ils sont en train de prendre l'air de matières premières. Les matières premières en Afrique, c'est aussi les minéraux, c'est aussi les êtres humains quand ils en ont besoin. Et donc, à l'époque, ils avaient besoin de main-d'œuvre, ils sont allés les chercher pour venir combattre. Ce ne sont pas les Tchadiens qui ont décidé de venir combattre. C'est Félix Éboué qui a pris la décision de ramasser les Tchadiens. Il était le premier gouverneur à se rallier au général de Gaulle. Le Sénégal, sous la direction du gouverneur, c'est le général Poisson, un certain Poisson, je pense, lui, il était pro-Vichy. Et donc, le Sénégal... Voilà, donc le Sénégal, pendant les premières 39-45, le Sénégal était un peu à marge de la guerre, hein, parce que le Sénégal était pro-Vichy. Et donc, tous ceux qui ont été amenés par la force, je suis désolé. Et aujourd'hui, ça continue. Et surtout que les Africains ont été très très mal récompensés après la guerre. Vous voyez, tout le monde le sait. Tout de suite, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la France arrive à mettre dans le sang tous les mouvements indépendantistes. Commençons par le Cameroun, une guerre qui s'est déroulée en même temps que la guerre d'Algérie.
et qui a fait plus de 100 000 morts, ça n'a jamais été soulevé. Et ce n'est quand même pas la France. La France qui a lutté contre la dictature nazie et qui a réprimé dans le sang, écrasé la révolte. Ce n'est même pas une révolte, c'est normal que le pays demande l'indépendance. Donc, les indépendantistes camerounais ont été réprimés dans le sang, on les a tués partout, poursuivis en Europe, empoisonnés, exécutés. Ça, c'est ce que la France a fait. Le général de Gaulle a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il a mis en place la France-Afrique qui continue jusqu'aujourd'hui. Et puis, si vous voyez bien, la France ne va quand même pas, avec tout ce que les Tchadiens ont fait pour la libération de la France, mais regarde ce qui se passe actuellement au Tchad, où on passe de dictature en dictature. Et la pire aujourd'hui, la France agit sans masque ni gants. Et là, moi je dis que dans tout ce qui s'est passé, moi je ne suis pas fier que les Tchadiens aient pris part à cette guerre parce qu'ils ont été enrôlés de force. Je suis désolé, c'est comme ça. Je vais réagir. Ça, c'est des observations. Il a apporté. Il y a une contribution. Je vais réagir. Non, donne-moi. Est-ce qu'on peut prendre les séries là? Parce que c'est important. Il se peut qu'ils parlent dans le même sens. Donc, non. Je voudrais nuancer un peu les propos du docteur, parce qu'il ne peut pas généraliser que tous les jeunes gens qui étaient dans l'armée française étaient obligés. Je parle en particulier de mon père. Mon père était volontaire. Et je connais beaucoup de cas volontaires en ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, au moment de la colonisation, l'arbitraire, les corvées et d'autres malversations coloniales étaient telles que les jeunes gens voulaient s'enrôler dans l'armée française. Comme ça, ils récupèrent une certaine dignité. Donc, quand il y avait des conscriptions, ça c'est sûr, mais parmi les militaires tchadiens ou africains, il y avait aussi des volontaires. Il faut être scientifique. Hein? Donc, on ne peut pas généraliser. Pour le deuxième point, vous avez raison. On ne comprend pas que le Tchad était le premier pays à voler au secours de la France pour la libérer de l'occupation nazie. Et depuis 32 ans, on ne comprend pas que la France puisse mettre au pouvoir des dictateurs. Et encore là, en 2021, que le président Macron aille au Tchad pour installer ce gosse. Donc, vous avez raison sur ce plan-là. On ne comprend rien de là. Et si on a insisté à faire ce livre, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça qu'on a écrit ce livre. Je peux vous donner l'historique de ce livre-là. En février 2002, le maire de tout le monde, tchadien, avait pu faire une inauguration, baptiser la place des combattants tchadiens de la colonne Leclerc. Et il nous avait invités. J'étais parti du Canada. Donc c'est à la suite de ça qu'on avait dit, bon, comme le serment de Leclerc, nous, on a pris aussi notre serment, en disant, il faut écrire un livre sur cette histoire-là, de façon à ce que chaque famille, pas seulement tchadienne, mais que chaque Africain puisse vraiment avoir un rappel
de la Deuxième Guerre mondiale, et de la situation qui prévaut actuellement en Afrique. Donc c'était juste pour nuancer un peu votre propos. Ok. On finit avec la série de questions. Oui, il y a Yoro et puis docteur. Oui, si on peut se présenter, ça serait intéressant. Bonjour, moi c'est Rokumia Yoronga. Bon ben, moi je voulais juste apporter une petite contribution. Vous avez parlé du régiment de marche du Tchad. C'est un régiment qui existe jusqu'à présent dans l'armée française. Et j'ai même un collègue avec qui je travaille actuellement qui était membre de ce régiment. Je lui ai demandé est-ce qu'il connaît l'historique de ce régiment. Il m'a dit oui, il connaît bien. On leur enseigne ça dès qu'ils incorporent le régiment de marche du Tchad. Merci. Okay. Merci beaucoup. Bon, moi c'est Doudéry. Donc je vais aller dans le même sens de... Oui, accessoirement. Oui, je vais aller dans le même sens que mon ami Étienne, que j'ai l'impression que nos parents sont morts en fait pour rien dans cette guerre-là. Non seulement ils sont morts pour rien, mais la nation qui a été libérée est hypocrite, est restée hypocrite vis-à-vis de ces combattants, que moi je n'appelle pas tirer ailleurs, non. C'est des gens qui ont sacrifié leur vie, qui sont morts au combat. Et pourquoi j'ai ce sentiment qu'ils sont morts pour rien? En fait, ça s'appuie sur quelques éléments bien précis. Déjà, les troupes ont été blanchies à l'entrée de Paris. Quand les gens ont fait le combat, ils ont gagné la guerre. Quand ils veulent entrer à Paris, on a tous écarté les Noirs pour blanchir les troupes, pour dire que non, ce n'est pas les Noirs qui ont libéré la France. Ça, c'est la première chose. Et deuxième élément, c'est plus de 400, je dirais même plus de 400 combattants qui ont été massacrés de retour au Sénégal, quand ils réclamaient juste leur sol. Après avoir combattu, ils réclamaient juste leur sol, ils ont été massacrés. Et c'est resté impuni. Alors, honnêtement, moi, c'est mon sentiment, je ne sais pas quel est le vôtre, mais nos parents sont morts pour rien dans cette guerre. J'ajoute la dernière chose, la France-Afrique. Mon collègue en a parlé. La France a maintenu ces pays-là dans une dictature qu'il continue toujours à soutenir au détriment de ce peuple-là qui s'est levé comme un seul homme pour libérer ces pays. Voilà. Donc si la France compte encore sur les Africains pour la Troisième Guerre mondiale, je crois que ça va être compliqué. Je vais réagir. Attends, une dernière question, docteur, s'il te plaît. Et il est jeune, vous avez une question à poser ou pas? Bon, si en attendant, il faut que je réagisse. Parce que c'est pas forcé la question. Là aussi, docteur ou machin, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous lirez notre livre, vous verrez les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale sur le Tchad. Eh bien, vous verrez que nos parents ne sont pas morts pour rien. Je vais vous dire pourquoi. À la colonisation, en avril 22 avril 1900, la conquête du Tchad, et puis tout ça, dès la conquête du Tchad, eh bien, on a ce vaste territoire et les premières écoles étaient construites au nord. Parce que Émile Gentil, même si vous lisez le livre d'Émile Gentil, il considérait les musulmans, les gars du Nord étaient musulmans, il dit les gars du Nord étaient plus civilisés que les gars du Sud, même si ce sont des bons guerriers. Donc ils ont commencé par construire les écoles au Nord. Bon, mais après la guerre, quand nos parents sont repartis chez eux, et ils étaient en majorité du sud du Tchad, et c'est à partir de 1945, quand vous lirez dans le livre,
il y a eu explosion scolaire dans le sud du Tchad, jusque dans les... C'est pour cela que les premiers fonctionnaires de la fonction publique même, c'était les gens du sud. Pourquoi? Parce que quand ils sont repartis, ils étaient tellement frustrés. Parce que quand ils étaient dans l'armée française, le maximum de grade qu'ils pouvaient avoir, c'est le grade de lieutenant. Tu ne peux pas être capitaine. C'était le top. Donc, ça, nos parents le savaient. Même s'ils étaient des héros sur le champ de bataille, ils ne pouvaient pas avoir le grade de capitaine ou de général. Ça, ils l'ont su. Donc, ils sont repartis chez eux frustrés. Et frustrés parce qu'ils pensent que la raison est qu'ils étaient rentrés dans l'armée analphabètes. La preuve, très peu de tirailleurs ont écrit leur mémoire. Et pourtant, sur le champ de bataille, ils étaient de véritables héros. Et c'est leurs officiers qui le disaient. Dans nos documentations et tout ça, les officiers disaient, sans les Sarats, sans les Adjaraï, nous, quand le Koufra ou le marché, on n'allait jamais prendre le Koufra. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas morts pour rien. Et puis, ensuite, au Tchad toujours, non seulement la scolarisation, c'est les anciens combattants et les quelques lettrés qui ont demandé à Lisette Gabriel de le représenter dans le parti des indigènes. Parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissaient pas tous les secrets des élections et tout ça. Donc, ils ont demandé en disant, vous, Lisette, vous êtes comme Eboué, vous êtes noirs comme nous, donc on vous confie, on va vous élire et vous allez discuter pour nous. Alors, Lisette l'a fait tellement que finalement, il a créé le parti politique, la PPT, PPT-RDA. Et c'est le PPRDA avec les Tombalbaïn, Tourangaba et tous les machins qui sont d'abord allés à la République en 1958 et puis ensuite à l'indépendance du Tchad. Quand vous lirez le livre, vous verrez l'impact de nos parents. Merci. Une contribution, une petite. Oui, donnez-lui. Parlant justement des combattants, j'invite les jeunes à aller chercher un livre, je ne me rappelle plus du titre, mais Hitler disait ceci. Il dit que quand il observait les combattants, il disait que tandis que les oreilles rouges reculaient, les singes noirs avançaient, et c'était nos parents. Voilà. Je ne sais pas si Dr Dourani, vous voulez reprendre la parole pour un complément. Non, je restais toujours. Oui. Nos parents sont toujours morts pour rien. C'est pas un débat. Oui. Imaginez que les gens vont mobiliser pour libérer la République et regarder qu'est-ce qu'on a au retour. Qu'est-ce qu'on a au retour? Les gens sont massacrés au Sénégal. 400 morts, ça, vous savez qu'il y avait eu des tirs, en fait, des combattants qui sont de retour une fois la guerre terminée et réclamaient juste leur sol. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme réponse? Ils ont été massacrés, mais plus de 400 morts. Attends, vous trouvez vraiment que construire une école par ici ou bien par là peut justifier ça? Attention, et en plus, la civilisation africaine, elle n'est pas née en 1945. L'Afrique a connu une civilisation. Ça, il ne faut pas commencer, la civilisation africaine ne commence pas en 1945. Bon, en fait, ça c'est notre débat, mais on n'a pas le temps d'en discuter. Merci.